Et voilà, nous sommes connectés. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bonjour Jean-François, bonjour Olivier, bonjour Fabrice. Bonjour, Bonjour. enchanté, bienvenue. Bienvenue, voilà, bienvenue donc à cet échange interactif organisé par Quable aujourd'hui autour du projet PIM du groupe Sun City sur le thème du B2B. Et on est dans l'univers du textile et de la mode sous licence. On est ensemble pour 45 minutes. Le but, c'est de vous expliquer comment le PIM a permis à Sun City de gérer efficacement le cycle de vie de ses produits et d'améliorer l'expérience de ses clients en B2B. Vous avez la possibilité de poser des questions dans le chat qui est en bas à droite de l'écran et on se fera un plaisir de répondre à toutes vos questions sur le dernier quart d'heure. Donc on va échanger pendant 30 minutes autour de questions qu'on va poser à l'équipe de Sun City et à Fabrice Pierre. Et ensuite, on va répondre à toutes vos questions. On est ensemble jusqu'à 14h45. Comme le veut la tradition, on va commencer par se présenter et peut-être commencer par vous, Jean-François Olivier, pour Sun City. Ça marche. Donc, moi, c'est Jean-François Martins. Donc, je suis DSI du groupe Sun City depuis à peu près 7 ans et j'ai en charge l'ensemble des projets technologiques et de l'infrastructure liée à tous nos grands projets et nos beaux projets chez Sun City. Bonjour, Olivier Zetoun. Donc, moi, je suis chef de projet un petit peu sur différents domaines, mais le PIM est un sujet important concernant tout le cycle de vie qu'on avait sur nos produits dans la société. Donc, voilà, j'ai géré cette partie-là avec Jean-François. Ouais, merci. Vous étiez, Olivier, tu étais un peu l'interface avec les différents métiers. Entre les métiers et la DSI. Au sein de Sun City, ouais. Super. Et Fabrice. Fabrice Pierre, le consultant chef de projet. Je travaille beaucoup dans la donnée produit. J'ai mis en œuvre une douzaine de PLM et une douzaine de PIM, dont 7 projets avec Quable, principalement dans le retail et l'habillement. Voilà, donc j'accompagne certains projets Quable, dont le projet Sun City. Très bien, et merci Fabrice. Et moi, pour ma part, je suis directeur des partenariats chez Quable. Avant ça, pendant 2 ans, j'étais account executive et donc j'ai été chargé de l'avant-projet de Sun City et du cadrage de la solution avant sa mise en place. Donc aujourd'hui, on va pouvoir faire le tour de la boucle. Vous nous aviez contacté, je crois, il y a à peu près 1 an et après, on a discuté 1 mois ou 2, et puis on a lancé le projet. Maintenant, tout est en place, donc on a vraiment fait le tour de la boucle. Est-ce qu'on va peut-être passer sur la présentation du groupe Sun City dans un premier temps? Après, je vous parlerai un petit peu de Quable et du PIM. Mais déjà, sur le groupe Sun City, est-ce que vous pouvez nous faire une petite présentation du groupe? Ouais, le groupe Sun City, c'est un des plus gros acteurs européens, comme vous l'avez dit en préambule, de la mode sous licence. Licence de tout type, de licences de cinéma comme Harry Potter, Star Wars, de dessins animés manga, très à la mode actuellement, beaucoup de licences manga qui vont sortir, de musique, de jeux vidéo, etc. Donc, un des plus gros acteurs dans le marché européen, parce que notre business se trouve un peu partout en Europe. Plusieurs, quoi dire de très important, à peu près 200 employés dans le monde, au siège à Paris, mais dans nos bureaux commerciaux un peu partout en Europe et dans nos bureaux de relations avec nos fournisseurs en Asie. Plus de 5000 références par an, tout business confondu, à peu près 40 ou 50 pays où on est présent en vente. Donc, un marché européen global, quoi. D'accord. Pour bien comprendre l'activité, donc vous possédez des licences, donc Warner, Disney, Marvel, etc. Et donc vous proposez de fabriquer des vêtements à partir de ces licences à vos clients. C'est bien ça C'est exactement ça. Nous, on signe des partenariats, des contrats de licence avec nos ayants droit, qui sont les gros ayants droit du cinéma, de la mode, etc. On signe des licences sur des périodes données, sur des zones données, et on va démarcher nos clients avec ces licences pour leur designer des produits à façon. Ça, c'est une partie de notre activité. Une autre partie de notre activité qu'on appelle les préventes, c'est du stock qu'on va designer de nous-mêmes et produire et revendre ensuite en stock.
D'accord, d'accord. Et les deux activités sont à peu près… À peu près 50-50. Ouais. Ok, d'accord. Mais le plus gros, on tend à avoir l'activité centrale, donc à façon, qui grossit de plus en plus. D'accord. Donc justement, alors par rapport à peut-être cette activité-là, est-ce que vous pourriez peut-être juste nous préciser ce que vous vendez, donc quels sont vos produits, un exemple hein, de ce qu'on peut vous commander, qui sont vos clients, si on peut avoir voilà, un exemple de type de client, est-ce que ce sont des grandes enseignes, etc., ou des plus petites, et puis comment vous le vendez, quels sont vos canaux de vente, vos supports de vente autour de tout ça? Alors, nos produits, c'est principalement du textile, en grosse partie à 80 ou 90% pour textile pour enfants, mais il y a aussi de l'adulte. Textile qui va du set de culottes, de chaussettes à du t-shirt, du sweat, de la casquette, des sacs à dos, etc. D'accord. Les clients, ça va être à la fois la grosse distribution et tous les petits détaillants, en passant par des grossistes un peu partout en Europe, les enseignes spécialisées, toutes les enseignes spécialisées dans le marché du textile en France et en Europe sont à peu près nos clients. D'accord. Les canaux de distribution, on va avoir principalement 2-3 canaux de distribution. Le plus gros, ça va être notre force commerciale présente en Europe, qui démarche nos clients chaque saison, parce qu'on fonctionne sur des saisons de 6 mois, et qui leur présente des produits, qui les design à façon pour eux, qui sont validés ensuite par les ayants droit et fabriqués pour eux. Et ensuite, notre deuxième canal de distribution, ça va être le B2B Internet, notre intranet. D'accord. Cette fois-ci, plus pour les petits détaillants et pour le marché un peu plus moyen, on va dire, qui permet de vendre directement en ligne. Une commande est passée dans notre site B2B, elle est envoyée directement dans notre entrepôt, en préparation le jour même ou le lendemain matin au pire. Et en 48 heures, on est capable de livrer nos clients un peu partout en Europe. D'accord. Donc, si je prends un exemple concret, je sais pas, je dis un nom au hasard, j'ai Leclerc qui passe commande de 40 000 pyjamas à la Reine des Neiges, c'est ça? C'est ça. C'est à peu près ce volume-là, d'ailleurs. Voire plus. Sur la Reine des Neiges, c'était voire plus. C'était une très grosse licence il y a quelques années et ça l'est toujours. Ouais. D'accord. Ok, et donc après, vous disiez le temps de… Donc, une fois, ils vont valider un visuel, ils vont valider le produit techniquement, etc., la proposition que vous allez leur faire, et ensuite, vous allez fabriquer ça à façon et le livrer en quel délai Alors, pour le coup, pour des gros clients centrales comme Galec, Carrefour, Système U, etc., c'est plusieurs mois le time to market parce qu'on va… Déjà, la validation avec les ayants droit et le client prend un certain temps, prend quelques semaines. Et ensuite, on a une production qui est principalement en Asie pour ce gros business. Et on va dire à peu près 3 mois, Olivier, sur 3-4 mois de fabrication pour arriver chez notre client au bout de 4-5 mois, on va dire, à partir du début de la négociation. D'accord, très bien. Donc, on travaille bien en amont sur les saisons, en fait. Oui, bien sûr. Ok, très bien. Alors, les licences les plus récentes que vous avez, les partenariats les plus récents, là, que vous parliez des mangas, mais il y a des choses… On a eu Dragon Ball Z, on a l'Attaque des Titans, on a Demon Slayer. Après, on a des licences sportives également. On parle du cinéma, de la série TV, mais on a aussi l'équipe de France de rugby. On a des événements sur des championnats d'Europe, des championnats du monde, etc. On a les Olympiques 2024 aussi. Un des gros événements prochains, ça va être 2024, en effet, les JO à Paris. Et c'est toute l'équipe de Sun City est mobilisée pour que ça soit l'année prochaine parce que ça commence déjà à se préparer. Ouais, d'accord. Ok. Bon, dans notre portefeuille, on a aussi intégré quelques marques plus textiles comme Little Marcel, comme Longboard, comme Ushuaïa. Et on développe aussi des collections spécifiques pour des enseignes, pour des événements particuliers. Ushuaïa est très tendance puisque c'est un esprit un petit peu éco-responsable. Donc, on a des produits qui respectent les normes écologiques et qui rentrent dans le cadre d'événements particuliers que peuvent faire de grosses enseignes comme Intermarché, Leclerc ou autres. Donc, on est très à l'écoute de la demande de nos clients. Et d'un autre côté, on est capable de produire toute une collection qui répond aux attentes du marché sur l'ensemble du marché européen. Donc,
toutes les licences qui sont plus ou moins fortes selon le pays. Et on distribue évidemment à travers le B2B, qui est un très bon outil qui permet de toucher des clients instantanément et ça nous permet aussi de toucher toute une partie de revendeurs, parce qu'évidemment il y a beaucoup de grossistes, en particulier dans les pays de l'Est ou dans certains pays, où encore il y a une grosse partie de grossistes, alors que sur le marché français, on est de plus en plus en contact avec des retailers ou des revendeurs qui vont sur Amazon. Donc voilà, on touche vraiment tout type de clients à travers les deux forces commerciales qui sont nos clients centrales et grosses enseignes et les plus petits qui utilisent la plateforme B2B, mais pas uniquement aussi. Ok, super. Bon, merci. En tout cas, c'est au moins très clair et bien illustré pour comprendre de quoi on va parler, puisque du coup, tout ça, toute cette activité-là, elle suppose des process évidemment assez costauds et digitalisés maintenant. Donc, on va pouvoir parler de tout ça. Moi, je vais vous parler un petit peu de Quable rapidement pour les personnes qui ne connaîtraient pas le PIM et Quable. Quable, déjà, c'est une société qui est éditrice d'un logiciel SaaS et qui a commencé à commercialiser son produit, sa plateforme en 2016. Aujourd'hui, on a plus de 200 clients, 200 marques, principalement en France, mais avec des utilisateurs dans 85 pays, puisque les marques qu'on a vont avoir des filiales et sont aussi beaucoup de groupes internationaux. Voilà, on est une quarantaine de collaborateurs. Et donc le PIM, alors on est une plateforme PIM, Product Information Manager. Donc ça, c'est le référentiel qui permet de structurer toute son information produit au sein de la société et d'avoir des process autour de la collaboration, de l'enrichissement de ces informations-là. Et on a des fonctionnalités également DAM, c'est-à-dire qui permettent de stocker, de classifier des médias et de les lier à différents produits. Et on a un troisième pilier de notre plateforme qui est un portail de marque, donc un extranet qui permet de partager son catalogue en ligne en interne, à ses commerciaux, à des revendeurs en B2B, à l'international. Et donc, c'est un produit qui a un fort succès, notamment pour réduire le time to market à l'international. Voilà, donc je voulais repréciser un petit peu ça pour tous ceux qui ne sont pas encore très au courant, et vous avez plein d'informations sur notre site et plein de contenus hyper intéressants si vous voulez creuser la chose. Donc, concernant le projet de Sun City, la première question qu'on va poser peut-être à Jean-François, c'est pourquoi un PIM chez Sun City, sous-entendu quelles sont un petit peu les difficultés qui étaient rencontrées et qui ont donné lieu à la recherche d'une solution de type PIM. Alors, la grosse problématique qu'on avait, c'était de la centralisation de notre data produit. On a pas mal d'outils internes qui sont développés ou mis en place comme notre ERP et qui répondent très très bien à certains besoins. Mais toute la partie avant la commande d'achat auprès de nos fournisseurs, c'est-à-dire toute la création du produit, on n'avait pas de PDM, pas de PLM, pas de gestion de notre data produit. Et tout ça a été géré comme classiquement sur des fichiers Excel, chacun sa version, en plus un peu de manière personnalisée chacun. Et on avait un vrai manque de centralisation de l'outil, de la data. On a fait du coup le constat qu'il nous fallait un outil pour centraliser tout ça. Et ensuite, on a pas mal d'objectifs de nouveaux sites internet, de visibilité un peu dans différents supports. Et c'était une autre approche également de se dire, aujourd'hui, il faut qu'on enrichisse la data. On a déjà des outils qui nous permettent d'avoir de la data technique sur de la vente, sur des achats, mais pas de l'enrichissement qui va nous permettre de marketer le produit, de le vendre beaucoup plus facilement en B2B ou en B2C sur Internet ou sur d'autres supports avec des partenaires. Donc, on avait vraiment un manque dans notre approche sur toute la partie création du produit. Alors, le PDM, c'était peut-être un objectif pour plus tard ou pas, encore, on se pose encore la question. Mais on avait quand même besoin d'un outil qui nous permette de gérer la data produit.
Ouais, donc il y avait aussi cette notion que ça aurait été compliqué d'ouvrir de nouveaux canaux de vente, en plus avec l'international, et ça aurait été compliqué d'ouvrir de nouveaux canaux. Donc ça aurait été un frein à la croissance de ne pas avoir d'outils pour gérer cette partie-là. La discussion est venue exactement de ça, c'est qu'on réfléchit à la refonte de notre fameux B2B dont on parlait avant dans nos canaux de distribution. Et pour l'ouverture d'un nouveau B2B, on se doutait qu'il allait nous falloir un outil performant d'enrichir nos data produits. Ouais, très clair. Je me souviens très bien des discussions, effectivement, autour de ça. Ouais. Et vous aviez identifié le PIM, bon, vous connaissez, en tant que DSI, vous connaissez un peu tous les outils, mais est-ce que ça a été facile d'identifier que c'est un PIM qu'il vous fallait, ou est-ce que vous aviez regardé, justement, vous parliez de PLM, de différents outils, ou est-ce que le PIM s'est imposé assez naturellement? Ça faisait quelques mois déjà que ça, on va dire, ça trottait, ou ça, en tout cas, ça processait un peu en interne, et le PIM nous est paru assez évident par rapport à d'autres solutions comme le PDM ou le PLM qui ont une approche complètement différente et un périmètre complètement différent. Ouais. Ok, très bien. C'est clair là-dessus. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose sur l'origine du projet? Non, ça me paraît clair. Toi, tu avais Ok, ça me paraît clair aussi. Très bien. Merci. Alors, on va parler un petit peu d'humain, puisque c'est une plateforme collaborative, Quable, et en fait, elle s'adresse à des collaborateurs, à des salariés de Sun City. Donc, est-ce que vous pourriez, on va faire en deux parties déjà sur les différents rôles, peut-être les différents services en fait qui sont concernés par l'utilisation du logiciel, et ensuite on va aller sur les différentes étapes du cycle de vie du produit en fait dans les process. Donc là d'ailleurs, dans un premier temps, quels sont les rôles, les métiers qui contribuent dans le PIM, peut-être Olivier en fait, donc, dès lors qu'on a des contacts avec les clients et qu'ils nous demandent de créer des produits, donc le style doit intervenir et donc doit commencer à créer les produits en fonction d'un brief qu'il leur est donné. Donc là, aujourd'hui, tout ce qu'elle le faisait sur leurs outils d'infographie, et c'était des informations qui étaient perdues parce que c'était dans leurs outils d'infographie. Donc aujourd'hui, grâce au PIM, on a pu maintenir leur souplesse de travail avec leurs outils informatiques et d'infographie, mais aussi de permettre de récupérer toutes les informations, toutes les données sur les caractéristiques techniques, sur les différentes qualités, sur les différents éléments des produits, les intégrer dans le PIM, les faire évoluer en fonction des demandes du client, parce qu'un client nous dit finalement je ne veux pas cette technique, je veux une autre technique. Et là, on n'a plus qu'à modifier quelques éléments sur le PIM et le projet est déjà disponible finalement. Et donc, une fois que la partie style a validé son travail, il y a la partie développement produit qui va valider toutes les informations complémentaires sur la grille de taille, sur le barème de taille, sur les assortiments, sur les packaging, etc., qui va valider tous ces éléments dans le PIM, puis qui va passer la main au service achat, qui va lancer la commande d'achat une fois qu'on a eu la confirmation du client, qui va faire le suivi des délais de fabrication, de tout le process de fabrication jusqu'à l'embarquement. Et donc, dans un outil qui nous a permis d'englober l'ensemble des services dans un même outil et qui a permis aussi de pouvoir basculer l'information grâce à des recherches, grâce à des workflows qui ont été créés par Jean-François pour que on sache que dès lors que le style a validé un produit, le développement produit peut prendre le relais pour valider les autres éléments. Une fois que c'est validé chez le développement produit, que les achats prennent le relais, etc. Donc en fait, il y a tout un process qui fait que l'information, elle est beaucoup plus fluide, elle ne se perd pas dans des emails, elle ne se perd pas dans des personnes absentes. Et puis l'avantage aussi, c'est qu'on a une vision complète de là où on est, sur des clients, sur des projets, sur des éléments. Et donc, les équipes de management peuvent, en fonction de la charge de travail de chacun, pouvoir ajuster les équipes, dire, écoutez, on a besoin de beaucoup de ressources sur ce sujet-là, on peut basculer des équipes. Les éléments sont déjà dans le PIM, donc il n'y a pas de fichier Excel à se rebasculer pour dire, on reprend ce client-là parce que une personne est malade ou avec le Covid, etc. Donc, ça a permis de maintenir une cohésion, une fluidité du passage d'informations dans les différents services. Et donc voilà, donc ça c'était la partie jusqu'aux achats.
Et après, on a toute la brique marketing photo qui vient compléter une fois que les produits ont été achetés, qu'on a nos premiers protos, donc commencer à faire les shootings photos, commencer à rédiger tous les textes d'enregistrement produit, les descriptifs, les éléments techniques qui sont mis en valeur sur les produits et qui sont plus pour nos clients B2B et notre collection stock, puisque quand c'est des clients centraux, des clients centrales, je veux dire, ils ont leur propre façon de travailler, mais on leur fournit également des photos, tous les éléments disponibles. Et l'avantage, c'est que le PIM regroupe toute cette brique d'éléments et donc les différentes personnes peuvent aller chercher les éléments dont ils ont besoin. Ok. Donc, si on récapitule, les différents rôles, il y a le style, les achats, le marketing, l'équipe marketing, vous l'appelez? Oui, tout à fait. Marketing. C'est les 3 rôles principaux. Voilà, il y avait le développement produit. Développement produit qui est intégré aux achats également. D'accord. Et ça représente combien de personnes, ça, du coup, qui sont utilisatrices du logiciel, du coup? Il y a une 50aine de personnes actuellement. Oui, une 50aine de personnes. Ouais. En sachant qu'on oublie une brique, c'est nos bureaux en Asie. Voilà. On a 2 utilisateurs en Asie aussi qui nous renseignent de l'information. Quand un échantillon, par exemple, est envoyé par nos bureaux d'Asie à nos équipes ici en France, le bureau l'indique, met le numéro de tracking, le transporteur, donc il y a aussi une intervention en Asie sur l'outil. Ce qui permet de ne pas perdre de temps, que le colis reste à l'accueil, récupéré par personne. Là, on sait que le colis va arriver et qu'on aura de faire une validation justement pour garder un timing serré pour livrer le plus vite possible. Donc, l'information circule beaucoup plus vite, elle touche les personnes qui ont besoin d'être touchées. Alors que dans un mail, avant, on envoyait un mail avec 25 personnes et tout le monde attendait que l'autre personne réagisse alors que c'était destiné à une seule personne. Donc voilà, tous ces éléments-là font qu'on est beaucoup plus réactif, beaucoup plus rapide et beaucoup plus précis dans le travail et dans les tâches réparties sur les différentes personnes. Et donc l'objectif, c'est d'avoir un time to market plus rapide. Comme le marché bouge rapidement, aujourd'hui, c'est j'ai vu aujourd'hui, je veux demain. Donc aujourd'hui, avec cet outil-là, on est beaucoup plus rapide dans la gestion et dans le process de vie, dans le cycle de vie du produit, sans déperdition d'informations. Ok, très bien, très clair. Merci beaucoup, Olivier. Une question qui est très connexe, et peut-être qu'on va faire intervenir Fabrice. Donc Fabrice, qui était le chef de projet finalement de ce projet Sun City, consultant sur le projet Sun City, a mis en place du PIM et des différents workflows. Donc Fabrice, sur cette partie process, quelles sont les différentes étapes du cycle de vie des produits, et toi qui as d'autres expériences dans le PIM, quelles sont un peu les spécificités de ce process chez Sun City, en B2B notamment? De mon côté, moi, ce que j'ai adoré dans ce projet, juste pour parler un petit peu du projet juste avant, c'est la variété des interlocuteurs. On sait que les stylistes, les développeurs produits, les acheteurs, le marketing, ils sont tous très très occupés, mais ils ont des enjeux qui sont un petit peu différents. On a beaucoup entendu cette notion de passage de témoin. Moi j'ai adoré la diversité de ces interlocuteurs. Et quand on aborde un projet comme ça, moi, la première chose que je fais, c'est des ateliers pour poser la globalité du process. C'est-à-dire qu'on met tout le monde, alors pas les 50 personnes, mais des représentants éveillés de chaque équipe, pouvant prendre des décisions autour de la table. On travaille les attentes des uns par rapport aux autres, parce que souvent la déperdition, elle est dans les fameux passages de témoins dont on a parlé tout à l'heure. Et voilà, donc cette validation du process global, alors il y en avait 2, donc centrale et stock, où on a réussi à avoir une vision partagée assez vite avec les équipes de ce qu'allait être le PIM au final. Donc un point hyper important. On a eu des ateliers équipe par équipe, je dirais, pour travailler les différents modèles de données. Donc il y a des données très structurelles, des données techniques, produits avec des codes couleurs, des codes de taille par exemple. On a également des données marketing qui sont très orientées vente. Chose qui n'est pas toujours habituelle pour le style et les achats notamment. On a des données qui sont très orientées process et suivi, par exemple pour le développement et le suivi des prototypes.
En fait, là, on avait des dates d'envoi de l'initial sample, date de réception. Chacun savait toujours où en était le développement du produit. Donc ça, je pense, a apporté quand même une bonne dose de collaboratif et ça a pu mettre en confiance les équipes. Donc en plus de travailler chacun dans son jardin, chacun avait un œil sur le jardin de celui qui travaille juste avant et l'autre qui travaille juste après. Ben voilà, pour fluidifier. Et comme l'a dit Olivier tout à l'heure, ben, vraiment améliorer sensiblement le time to market. Un mot encore avant de parler des différents process. On sait que le modèle de données est très important. Alors c'est jamais facile avec beaucoup de monde autour de la table d'avoir un modèle de données. Avec Cobble, c'est assez facile d'organiser les données par activité. Et c'est également facile de travailler la partie collaborative. Je pense au dashboard où chacun retrouve un peu les différents éléments nécessaires pour prioriser le travail, pour effectuer un suivi efficace de ce qui peut manquer dans un produit avant de le publier, etc. Et la partie workflow, la partie gestion des droits, enfin voilà, on a posé tout ça sur un projet qui a duré je pense, si je ne me trompe pas, de mai-juin, enfin juin jusqu'à un démarrage effectif en octobre, si je me souviens bien. D'accord. Oui, pardon, je te... non, mais pour 50 contributeurs, c'est plutôt rapide. Ouais. En réalité, c'est sûr que quand on met en place un PIM pour 5 ou 10 utilisateurs, il n'y a pas des workflows aussi complexes, etc. Ça peut se faire sur voilà, 6 semaines, 6-8 semaines. Exactement. Là, quand il y a tant de monde à mettre autour de la table, c'est qu'il a fallu faire de manière hebdomadaire un atelier avec le métier. Exactement. Et puis en période estivale également, puisque il y avait juillet et août dans la période. Mais un démarrage plutôt efficace. Moi, j'avais noté quand même deux facteurs clés de succès qui sont avec nous aujourd'hui quelque part. C'est un fort investissement de l'IT, je dirais, pour maîtriser l'outil, et un bon investissement aussi côté métier. Donc le relais, équipe projet et métier qui est vraiment un point clé de réussite. Et je pense que ces deux sujets-là ont bien été pris en charge par Sun City avec professionnalisme et sérieux. Et c'est vraiment ce qui a permis un démarrage efficace et rapide. Voilà. Sur la partie process, donc on a une idée des équipes tout à l'heure. Donc il y a autant de process qui ont été mis en œuvre que d'équipes. C'est-à-dire que ce qui n'est pas habituel pour un PIM, on a démarré l'intégration des premières données, donc les créations du produit dans le PIM, très tôt dans le cycle de vie, quelque chose qui est en général de l'ordre du PLM, mais qu'on a fait là dans le PIM. C'est-à-dire que les stylistes, au départ, créent l'outil dans le PIM, et puis ensuite, il y a le développement des premières informations produits, et ensuite, d'autres équipes qui prennent le relais, donc développement produit avec des données plutôt techniques produits. On a parlé de barème de mesure, on a parlé de grille de taille, enfin voilà, toutes ces données qui sont importantes techniquement pour élaborer un tech pack et puis faire une commande efficace. Ensuite, toute la partie achat, qui a des enjeux forts aussi, avec la première en dehors du PIM, avec des partenaires extérieurs et des données qui viennent de l'extérieur qui sont intégrées dans le PIM. Ensuite, et la complexité de ce process amène ça également, c'est le PIM qui crée le produit dans l'ERP, ce qui n'est pas toujours habituel dans les projets PIM. Donc voilà, une première création avec les commandes ensuite qui peuvent être faites à partir de l'ERP et puis des informations qui redescendent de l'ERP dans le PIM. On a parlé également d'enrichissement marketing parce qu'on a des données techniques produits qui ne sont pas les mêmes que les données marketing. Un code couleur Pantone TCX 2816, ça devient un rouge carmin. Enfin, il y a forcément deux langages qui doivent finalement cohabiter. Donc voilà, l'enrichissement marketing avec la copie, avec tout ce qui vient pour mettre en valeur le produit. Et également la partie média, donc avec des médias qui sont intégrés dans le PIM et mis à disposition pour les canaux de distribution.
Donc voilà ce que je pouvais dire sur les process Ok. d'une manière assez rapide. Donc sur un projet PIM, vraiment plusieurs process qui s'enchaînent et avec des métiers très différents et des enjeux très différents. Merci Fabrice. Très intéressant. Sur la partie process, cycle de vie des produits, est-ce que vous voulez ajouter quelque chose, Olivier, Jean-François? Non. Sur la partie process, c'est très clair et on est toujours sur ce type de process qui ont été mis en place grâce à Fabrice aussi. Je tiens à louer les qualités de gestion de projet de Fabrice. Si le projet a réussi, c'est probablement grâce à nous en interne et de l'investissement qu'on a mis en place, mais c'est aussi grâce aux qualités de Fabrice qui a su driver les équipes Sun City et l'outil et faire une adéquation de tout ça. Oui, puis je pense qu'il faut vraiment une expertise quand même sectorielle aussi forte. Ça ne s'invente pas. Et ouais, on est très content d'avoir Fabrice parmi les experts pour mettre en place Quable et notamment sur les projets d'habillement ou de retail. Je peux que confirmer que j'adore ça. Voilà. Alors, comment s'est déroulée la phase projet? On en a parlé et peut-être qu'il y aura quelques questions à ce sujet-là sur comment ça s'est passé sur la mise en place. Donc, le PIM est mis en place, le process, voilà, le macro-process a été déterminé. Vous avez réussi à transcrire ce process dans un outil et à faire des choses autour de Quable, parce que tout ne se fait pas dans Quable. Il faut aussi, bien sûr, toutes les automatisations qui peuvent être faites en dehors, notamment avec le studio photo, avec l'ERP, avec tout ça. Donc, il y a des choses, bien sûr, autour de Quable qui sont des clés du succès. Et une fois que tout ça est fait, donc, quels sont les bénéfices immédiats alors, à la fois du point de vue des utilisateurs, mais peut-être du point de vue de la DSI, du point de vue de la direction commerciale? Quels sont les bénéfices déjà ressentis depuis la mise en place du logiciel il y a plus de 6 mois maintenant? Ouais, moi, je peux prendre la main. C'est un outil qui a permis de centraliser l'information et les données, que ce soit des données produits ou des visuels ou des photos. Et donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, quand on cherche une information, on n'a pas besoin d'aller dans 2 ou 3 outils différents pour associer les informations, photos, techniques, etc. Dans le PIM, on a tout. Donc, c'est un gain de temps, une facilité, un temps de réponse sur les questions qu'on peut avoir, qui est essentiel. Le fait de fluidifier, on l'a déjà dit, et de passer l'information sans qu'il y ait déperdition, c'est un sujet primordial parce que ça arrivait parfois. Ça permet aussi d'avoir une vraie vision de là où on est sur les différents projets ou dossiers sur lesquels on travaille. Donc avoir vraiment une vue d'ensemble et pouvoir piloter là où on est et prendre des actions pour pouvoir corriger ou avancer sur les projets qui n'avancent pas assez vite. Et c'est aussi un outil qui a permis une facilité d'adaptation et de rajout d'informations qui, au fil du temps, à l'usage, nous dit on va améliorer ce process-là en ajoutant cette information. C'est un outil qui est très malléable et Jean-François arrive parfaitement à générer des nouvelles données, des nouveaux champs et d'automatiser certaines tâches qui auparavant devaient être faites en 2 ou 3 étapes. Aujourd'hui, il a créé des automatismes qui fait que ça se fait tout seul. Donc, il y a vraiment une rapidité, une fluidité, une accessibilité de l'information et des process qui est très importante et qui fait que on est très content de l'intégration du PIM. Et qu'aujourd'hui, on se projette sur plein de projets justement parce que on sait qu'on a l'outil qui va nous permettre d'accélérer sur ces projets et de les aboutir plus rapidement que ce qui n'aurait pu être auparavant. C'est la slide suivante sur les petits projets qui arrivent. Mais le mot du DSI, peut-être, parce que je sais que le DSI reçoit beaucoup de souffrance de la part des différents services et tout ça, et que le but, c'est aussi que la DSI soit un peu plus sereine par rapport à tout ça, soit moins embêtée en fait, au quotidien aussi avec tous ces problèmes-là. Donc, puis nous, on a cette promesse de SaaS, paramétrage administrateur, et tout ça. Donc, est-ce que c'est une tranquillité supplémentaire C'est devenu une tranquillité. En effet, il y a la mise en place du projet qui est un peu chaotique et on le sait tous, la mise en place, changement de process, changement à tous les niveaux. Mais aujourd'hui, c'est devenu une tranquillité et en effet, on a beaucoup plus de simplicité à administrer,
le PIM qu'on l'avait avant à administrer différents outils ou différents fichiers, retrouver de la data, mixer de la data quand on avait des demandes, ne serait-ce de BI ou de données vraiment précises. Il fallait mixer de la data qui venait de plein de sources différentes. Aujourd'hui, le PIM nous permet de répondre beaucoup plus facilement à ce type de demande. Oui, parce que ce qu'on n'a pas dit aussi, c'est qu'on intègre des informations qui sont déjà dans le ERP et donc on centralise tout. Donc en fait, c'est là l'avantage, c'est qu'on n'a plus besoin d'aller dans plusieurs outils pour récupérer une information, mais tout est centralisé. Donc même dans des dashboards qui sont affichés dans Quable, justement. Même l'information qui n'est pas utilisée dans Quable, elle est réinjectée dans Quable pour que on ait cette même information au même endroit. Très bien. Bon, ben super. J'avais une question, mais je pense que c'est plus lié à la slide suivante. C'est justement quels sont les projets qu'on va pouvoir faire avancer autour de Quable. Mais peut-être en commençant par ce dont on n'a pas parlé, c'est la partie portail. Donc, vous projetez de mettre en place pour vos commerciaux. Donc, pour bien préciser, c'est un portail extranet. C'est pas une plateforme B2B de prise de commande. Pour bien préciser ça. Ça, vous avez un projet sur le sujet pour vos commerciaux. Donc, quel va être l'usage de la mise en place du portail de marque, sachant que c'est un portail natif standard connecté à Quable, il n'y a pas de développement autour de tout ça. Mais donc, quel serait l'usage de ce portail Le premier usage qu'on perçoit avec Jean-François, c'est la mise à disposition pour tous les gros clients, ce qu'on appelle central, les grosses enseignes, de tous les projets qu'ils nous demandent de créer. Parce qu'aujourd'hui, ça se fait par WeTransfer, le style à créer, le commercial récupère le dossier, il l'envoie par WeTransfer, ils nous font des réponses. Là, on aurait une sorte de plateforme qui permettrait, selon les saisons, selon les collections, selon les thématiques, de leur fournir à disposition l'ensemble des produits qu'ils demandent en développement et nous récupérer l'information donc rendre accessible toute cette information, d'avoir une sorte d'historique, pouvoir ensuite chercher dans leur historique des produits qui sont bien vendus, dire voilà, on avait vendu ça l'année dernière, on voudrait que vous fassiez ce petit frère, etc. Alors, ça se faisait par fichier, par envoi de mail, par WeTransfer, mais aujourd'hui, on pense que le PIM peut être un bon moyen de projet avec nos clients. Ok, donc c'est un usage assez particulier du portail qui peut être fait. Et vous allez trouver un petit process autour de tout ça. C'est intéressant. Vous allez l'utiliser en interne aussi. Est-ce que, le but, c'est que tout ce qui est dans le PIM soit disponible sur ce portail, que tout le monde puisse télécharger les médias, les fiches produits, et donc qu'il n'y ait plus personne qui demande à quelqu'un d'autre par mail, tu peux m'envoyer la fiche produit. Donc, c'est exactement ça, en fait. Olivier parlait de clients, mais le but, c'est surtout que nos forces commerciales aient accès à tous les médias, tous les supports produits, les projets. Olivier parlait de projet, c'est un projet de produit. Avant la conception soit finalisée, c'est un projet. Et ces projets sont déjà dans notre PIM, mais ça permettrait à nos commerciaux d'avoir accès à toutes les datas créées par le style, par les services achats, et de pouvoir échanger avec nos clients ces différents éléments sans avoir à demander, ce qui est très chronophage. Aujourd'hui, on a un service qui gère ça, et, qui recueille les besoins des commerciaux, qui génère un petit document qui va bien, qui les met à disposition vers un WeTransfer ou un Dropbox. C'est ultra chronophage et ça permettrait d'avoir beaucoup plus de souplesse dans cette gestion. Ok, très bien, très clair. Sur les autres perspectives, alors quels sont les autres projets que vous avez? Il y a notamment, je crois, donc il y a cette notion de plateforme B2B, il y a une nouvelle marque, je crois, dont vous avez lancé le site internet. On a racheté la marque de textile pour hommes, de vêtements pour hommes Newman. Donc, on a relancé une plateforme B2C il y a quelques semaines et on est en train de développer cette marque et on prévoit justement d'intégrer, de connecter le PIM et toutes les informations liées aux produits entre cette plateforme B2C et notre PIM, et qui va permettre aussi de générer un site B2B pour l'ensemble de nos revendeurs et de nos clients qui vont revendre nos produits dans leur boutique. Donc en fait, on intègre le PIM probablement dans les semaines qui suivent sur la connexion avec nos plateformes B2B, B2C sur la partie Newman. Donc je pense que ça va amener une réactivité, une fluidité
des process. Et on prévoit aussi d'intégrer un peu plus nos équipes achats Asie sur le PIM. Là, aujourd'hui, on a quelques éléments qui sont exploités dans nos bureaux, mais on est en train, en fonction de leur process de travail, de la communication avec les différents intervenants, de pouvoir améliorer la communication et la fluidité des données et la passation de dossiers, des dossiers techniques, et des choses comme ça aux différents intervenants. D'accord. Voilà. Et puis, on se rend compte qu'avec le PIM, on est ouvert sur beaucoup de sources d'informations qui peuvent rentrer soit en amont, soit on prévoit de pouvoir justement rajouter, développer des outils, mais pouvoir recentraliser les informations de cet outil-là vers le PIM pour qu'elles soient plus facilement disponibles pour tous les intervenants. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres projets au niveau informatique, par exemple, de connexion à d'autres briques SI, ou est-ce qu'on a... On a déjà un outil qui est en phase de développement actuellement, qui est un outil web à destination de nos fournisseurs en Asie. C'est un outil d'échange entre nos services achats et nos fournisseurs pour faire des demandes de cotation sur nos produits, justement. Okay. C'est l'étape après la création du produit et avant la création de la commande d'achat dans notre ERP. C'est la cotation pour savoir combien ça nous coûterait, sur combien de pièces, quel délai, etc. Donc là, ce sera cet outil serait connecté en interface avec, en API probablement, avec le PIM pour récupérer toute l'information donnée produit. Ouais, tout à fait. Ok. Très bien. Et puis pour la plateforme B2C de Magento, je pense qu'il y a un flux, le site de Newman Magento, il y a un flux aussi qui va être réalisé pour pouvoir automatiser la publication d'informations sur le site web. Très bien. Alors j'ai une petite question qui était intéressante. Oui. Comment est-ce que vous gérez les informations produites à l'international avec vos équipes en Asie ou les clients en Europe? Sous-entendu aussi, comment vous gérez la traduction? L'avantage de Quable, c'est qu'on gère assez facilement la traduction. Ça a été mis en place dès le début. On a choisi de mettre en place 5 langues par défaut. Alors, on avait prévu 5 langues, on n'en utilise que 2 aujourd'hui, le français et l'anglais. Mais toute la data produit est traduisible directement depuis l'outil. Et chaque utilisateur peut switcher d'une langue à l'autre assez facilement. Donc, c'est natif dans l'outil Quable. Ok. Donc ça répondait vraiment à ce besoin-là. Ok. Très bien. Il y a pas mal de possibilités autour de la traduction. De toute façon, chaque entreprise a un petit peu sa manière de procéder. Et sur Quable aussi, on peut faire ça effectivement avec les fonctionnalités natives, en se connectant à des plateformes de traduction, en envoyant ces fichiers de traduction à des agences dans leur format, je ne sais plus le nom, mais il y a un format spécifique pour leur logiciel de traduction. Donc voilà, différentes possibilités qui peuvent être explorées. Et une autre question qui est alors peut-être pour Olivier et Fabrice, au niveau de la formation des collaborateurs à l'outil, est-ce que la prise en main a été facile, surtout encore une fois avec cette volumétrie assez importante d'utilisateurs? Comment ça s'est passé, la prise en main? C'est-à-dire les gens découvrent le nouveau logiciel. En fait, la prise en main, comme l'a dit Fabrice, elle a été faite. Et on leur a fait toucher du doigt en fait ce que Quable pouvait leur amener. Donc une fois que l'outil était en place, etc. Donc on a dans le process, on a d'abord formé le style, puis ensuite le développement produit, puis les achats, plus marketing, puisque c'est le cycle de vie de nos produits. Et donc le style, on a adapté encore à l'usage en fonction de la réalité de l'utilisation des process pour que ce soit fluide pour eux. Et au fil du temps, les équipes d'achat sont rentrées dans la boucle. Et en fait, aujourd'hui, tous les services ont été formés, mais on l'a fait en plusieurs étapes de façon à ne pas faire un goulot d'entrement en formation. Et surtout que tant que le style n'avait pas créé de produit, les achats ne pouvaient pas commencer à gérer les flux produits. Et donc, on a fait en plusieurs étapes et on a toujours ce qui est bien, c'est qu'on a appris après des personnes clés. Les personnes clés, en fait, on continue à former au fil de l'eau au quotidien toutes les personnes du même service.
Et donc aujourd'hui, on s'appuie sur elle quand il y a des développements, quand il y a des mises à jour, quand il y a des rajouts, ou quand il y a justement de la part du service, on a un petit souci là, qu'est-ce que vous pouvez nous faire pour nous aider? Voilà, on remonte l'information, on l'analyse avec Jean-François et on trouve un moyen de corriger ce souci ou d'améliorer un fonctionnement qui était encore pas optimum. D'accord, donc il passe par vous en premier niveau. Est-ce qu'il passe par le support? Parce que dans le Quable, il y a un petit chat qui permet de chatter avec le support. Est-ce qu'il passe par là aussi pour poser leurs questions? Oui, en fait, on demande plutôt aux intervenants, enfin aux référents des différents services, d'être le garant de la demande pour pas que… Ouais. Parce que parfois, les premières semaines, il y avait des questions qui étaient simplement de l'usage du fonctionnement. Bien sûr. Voilà. Mais donc, on est avec Jean-François le relais principal des demandes, mais derrière, les intervenants peuvent dire, voilà, j'ai ce problème-là, comment vous pouvez m'aider à solutionner? Et c'est vrai que la réactivité du service client est parfaite, surtout avec le chat, où en quelques minutes, voire quelques heures au plus tard, ils nous ont répondu à une problématique qu'on a. Et on a informé aussi des évolutions du PIM au quotidien, régulièrement par newsletter. C'est ça. Des petites évolutions et aussi des grosses évolutions. Ouais, puis le produit est en train d'être redesigné, toutes les pages, vous avez dû voir apparaître, c'est un peu plus moderne, un peu plus joli, sur différentes pages, sur les classifications, les médias, etc. Et donc ça, voilà, ça donne une petite dynamique. Est-ce que vous regardez aussi la documentation un peu quand vous avez une question, est-ce qu'elle est claire cette documentation avec toutes les captures d'écran qu'on a pu faire? Non, bon, de toute façon, vous maîtrisez l'outil maintenant. On continue à regarder la documentation parfois. Même après plusieurs mois d'utilisation, ça nous arrive et c'est vrai qu'elle est plutôt claire, bien faite. Double documentation, même la documentation concernant les API. On a beaucoup utilisé les API pour échanger avec nos outils. Et c'est vrai qu'elle était plutôt claire et avec pas mal d'exemples pour pouvoir commencer et ne pas perdre de temps sur le début du projet. Bon, merci pour tous ces retours et puis très positifs sur Quable. On est ravis en tout cas que ça puisse vous aider à propulser ce beau business en espérant que effectivement, les JO 2024 soient une belle rampe de lancement aussi pour votre croissance. C'est sûr que c'est une super opportunité. Ouais. C'est sûr que nos clients, là, ils nous attendent, ils sont friands. De produits et donc on a plein de contacts sur les différentes enseignes pour faire des collections spécifiquement pour l'enseigne personnalisées avec les autorisations de Paris 2024 qui sont très strictes sur les types de logos, les dessins qu'on peut utiliser, la façon dont on peut utiliser. C'est très encadré, encore plus que chez Disney par exemple, mais c'est un vrai challenge. Voilà, donc on met tout notre savoir-faire pour cet événement qui, on espère, va faire rayonner toute la France parce que on sera à Paris. C'est quand même pas tous les jours qu'on a les Jeux Olympiques en France. Bien sûr, c'est clair. À Paris, Marseille aussi. Voilà, Paris, bien sûr. Paris parce que c'est Paris 2024. Jusqu'à Tahiti, il y aura même des épreuves à Tahiti pour le surf. Bon, franchement, merci beaucoup pour votre temps, pour tous ces retours, mais encore plus pour votre temps sur tout ça. C'était super. Fabrice, merci aussi à toi d'avoir été présent pour donner le regard extérieur. Et voilà, on a terminé. Je ne sais pas si vous avez un petit mot pour la fin, sinon on peut saluer les différents spectateurs. Merci à l'équipe de Quable, merci à Fabrice pour leur aide et pour avoir concrétisé la vision qu'on avait du projet. Voilà. Et puis, humainement, ça s'est très bien passé également, donc c'est à souligner. Ouais, c'était très sympa. C'est très sympa. Donc ça, c'est vrai que c'est à souligner, ouais. Très bon projet, très bonne équipe, pareillement. Enfin, merci beaucoup, c'est vraiment très, très, très intéressant et merci à Quable de nous donner cette opportunité là de faire quelque part un flashback un petit peu moins d'un an après la mise en œuvre effective, parce que c'est vraiment important de voir comment le PIM a évolué. Voilà, enfin c'est. Oui, tout à fait, parce que quand on est dans cette phase d'avant-projet, voilà, on présente toutes les fonctionnalités, on commence à défricher un petit peu les process en atelier. Je me souviens qu'on avait fait un atelier tous les 4,
autour des macro-process et tout ça. Et après, il faut se lancer et on avance dans l'inconnu au final, mais dans une certaine inconnue. Il y a toujours un degré, une part d'inconnu. Et au final, effectivement, on est ravis de voir que ça s'est très bien passé. Encore une fois, ce n'était pas un petit projet en plus, dû au secteur dans lequel on est, aux process qui sont en place, au nombre d'utilisateurs. Donc, au fait qu'on soit en B2B, que le PIM soit utilisé un petit peu comme un PLM, comme on l'a dit. Donc, du coup, nous aussi, on est ravis de ce genre d'échange parce qu'on fait le tour de la boucle en termes de satisfaction client, qui est notre enjeu prioritaire chez Quable. Et donc, on est forcément ravis d'avoir des clients qui sont d'accord pour témoigner de la réussite du projet. Et j'en profite d'ailleurs pour vous dire qu'il y a d'autres webinaires disponibles sur notre chaîne YouTube. On en a fait un en juin avec le groupe Advini. Donc là, on est plutôt dans l'agroalimentaire, les vins et spiritueux. On a fait aussi avec Arc International, qui est une très très belle société, avec PCB Création aussi dans l'agroalimentaire, dans l'industrie, tout ça. Donc n'hésitez pas à aller sur notre chaîne YouTube, il y a d'autres témoignages comme ça. Et on va ajouter celui de Sun City du coup. Merci. Merci à tous. Merci à tous. Merci à tous. Et à bientôt. Merci, à bientôt. Merci. Au revoir.